Ceci est une photo aérienne de Houston. C'est littéralement un cauchemar d'étalement urbain sans fin. Et malheureusement, cela en est venu à symboliser à quoi ressemblent beaucoup de villes américaines. Regardez simplement Los Angeles, Dallas ou Las Vegas par exemple. C'est la même chose avec des variations. C'est essentiellement un étalement urbain désordonné. C'est ça, un nouveau mot. Et avant que quelqu'un ne se fâche contre moi, je vis littéralement maintenant à Phoenix, en Arizona, et c'est pareil. Mais pourquoi est-ce le cas? Pourquoi la majorité des villes américaines sont-elles si mal conçues? Beaucoup pensent que ces villes ont toujours été conçues pour la voiture et que les autoroutes, les banlieues et l'impossibilité de s'y déplacer à pied étaient inévitables, mais ce n'est pas exact. En fait, au début du XXe siècle, les villes américaines possédaient certains des réseaux de tramways et de chemins de fer les plus étendus au monde. Prenez par exemple l'ensemble du sud de la Californie. Dans les années 1920, ils avaient le Pacific Electric Railway, mieux connu sous le nom de Redcar, qui était alors le plus grand réseau de chemins de fer électriques au monde, avec plus de 1000 miles de voies. Organisé autour des centres-villes de Los Angeles et de San Bernardino, il reliait les villes du comté de Los Angeles, du comté d'Orange, du comté de San Bernardino et du comté de Riverside. Et cela s'ajoutait au Los Angeles Railway, qui desservait principalement le centre-ville de Los Angeles, avec 642 miles de voies ferrées. À son apogée, ils desservaient ensemble un nombre incroyable de 350 millions de passagers par an. Pourtant, aujourd'hui, ces systèmes de transport en commun ont pratiquement disparu, à l'exception d'un réseau de bus congestionné et du réseau La Métro, qui, pour être honnête, est en réalité assez sous-estimé, mais qui reste encore un chantier en cours et représente une énorme régression par rapport à ce qu'il devrait être. Bien sûr, Los Angeles n'est qu'un exemple parmi d'autres. Détroit avait un excellent réseau de tramway, Houston en avait un, Atlanta aussi, Buffalo également. C'est la même histoire partout. Dans les années 1920, environ 1200 réseaux de tramway fonctionnaient à travers le pays, avec plus de 44 000 miles de voies. Cela concernait aussi bien les grandes, moyennes que petites villes, influençant l'endroit où les gens vivaient, où les entreprises s'installaient et où les quartiers se développaient. Les quartiers piétonniers et mixtes, aujourd'hui plus chers pour les Américains, étaient autrefois la norme. Que s'est-il donc passé ? Eh bien sûr, il y a plusieurs raisons. Il faut remonter à la fin du 19e siècle, quand les tramways électriques ont remplacé ceux tirés par des chevaux, devenant vite le principal mode de transport dans de nombreuses villes. C'était une activité très rentable, et avec le temps, les hommes d'affaires qui gérèrent les tramways, appelés magnates de la traction, ont regroupé plusieurs lignes pour former des monopoles dans de nombreuses villes. Finalement, beaucoup d'entre eux ont passé des contrats avec les gouvernements municipaux pour obtenir le droit exclusif d'exploiter un monopole dans cette ville. En échange, ils ont accepté toutes sortes de conditions. Une exigence préjudiciable imposait des tarifs fixes à 500 et obligeait les propriétaires des lignes de tramway à entretenir la chaussée autour des rails, selon Stephen Smith de Market Urbanism. Ce n'était pas un gros problème à l'époque, jusqu'aux années 1910, lorsque la Ford Model T, la première voiture accessible au grand public, a vraiment commencé à décoller. Au début de 1908, il y avait moins de 200 000 automobiles aux États-Unis. En 1916, ce nombre était passé à plus de 2,2 millions. Lorsque ces voitures circulaient, elles utilisaient les rails des tramways, empêchant leur bon fonctionnement. Il y avait de gros retards, des embouteillages, et les gens étaient mécontents. Ensuite, en regardant les contrats signés par ces magnates de la traction et les sacrifices faits pour agir en monopole, surtout quand ils ne l'étaient plus, la situation devenait impossible. Laissez-moi vous expliquer. Ces entreprises devaient garder des tarifs à 500 sans suivre l'inflation, et toute hausse nécessitait l'accord des commissions municipales. L'idée du tarif à 500 était vue comme un droit acquis pour beaucoup, d'où l'absence d'approbation. Mais il y avait aussi cette autre obligation, celle d'entretenir la chaussée autour de leurs rails. Donc essentiellement, cela signifiait que ces compagnies subventionnaient effectivement les déplacements en automobile, même si cela détruisait leur activité. Et encore une fois, payer pour cet entretien alors qu'on est aussi coincé avec un tarif bloqué à 500, c'est la voie rapide vers la faillite, ce qui est inévitablement arrivé. En 1918 environ, la moitié du réseau de tramways américains était exploité par des compagnies qui avaient fait faillite. Alors qu'elles luttaient pour survivre pendant la Grande Dépression, de nombreuses compagnies ont choisi d'investir dans les bus. Et les raisons étaient assez simples. Premièrement, c'était moins cher. Ensuite, l'ajout de nouveaux itinéraires était plus simple. Et troisièmement, ces tramways simples circulant dans la circulation générale avaient à la fois les inconvénients d'un train, étant incapable de dévier, et les inconvénients d'un bus, qui avait une capacité limitée. À la fin des années 20, environ 20% des villes du pays utilisaient uniquement des bus.
À ce stade, je dois rapidement évoquer la théorie du complot selon laquelle General Motors aurait tué le tramway. En gros, entre 1938 et 1950, une entreprise appelée National City Lines, avec des investissements de General Motors, Firestone Tires, Standard Oil, Phillips Petroleum et Max Trucks. Toutes ces entreprises, qui avaient intérêt à la disparition des transports publics, ont racheté les réseaux de tramway dans 45 villes réparties sur 16 États, ont démantelé les infrastructures et ont accéléré la transition vers les bus. C'est indéniablement vrai, mais la réalité c'est que cette tendance était déjà en marche avec ou sans eux. Ils n'ont fait qu'accélérer le processus, comme des vautours qui s'acharnent sur les restes d'un système mourant. Comme mentionné, 20% des villes utilisaient seulement des bus à la fin des années 20 et de nombreux autres réseaux passaient déjà au bus sur certaines lignes, parfois encore plus tôt. Pendant ce temps, la portée réelle de ce complot ne s'est étendue qu'à environ 10% des réseaux de transport en commun, américains au total. Ou même moins si l'on considère que le nombre de villes américaines dotées de tramways dépassait les 700 dans les années 20. Au milieu des années 1930, avant même qu'ils n'effectuent le moindre achat, il y avait déjà une voiture enregistrée pour 2 foyers américains. Le reste du monde occidental n'a supprimé ces tramways que quelques décennies plus tard. Ne vous y trompez pas, l'industrie automobile et pétrolière est loin d'être innocente. À cause d'elle, la plupart des villes américaines privilégient les voitures plutôt que les gens. Par exemple, l'Association américaine de l'automobile a parrainé des programmes de sécurité scolaire, disant aux enfants qu'ils doivent s'arrêter avant de traverser la rue et laisser passer les voitures. Ou encore les 12 commandements de la sécurité qu'ils ont publiés en 1925, disant essentiellement que la rue appartient aux voitures. Chaque grande crise de l'histoire a révélé la même erreur, de la Grande Dépression au krach financier de 2008. Les gens n'ont pas perdu d'argent par manque, mais parce qu'ils ont tout investi au même endroit. Je vais vous parler de Mintos. Diversifiez vos investissements, bénéficiez d'un revenu passif quotidien prévisible et recevez jusqu'à 350 € de bonus. Avec Mintos, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou particuliers et touchez des intérêts fixes. Sur la plateforme Mintos, tout est très simple et le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance sur la plateforme. Vous pouvez filtrer les prêts selon le rendement que vous souhaitez, le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre, l'horizon de temps pour récupérer votre argent, le pays dans lequel vous voulez investir et même la devise. Mintos offre aussi des portefeuilles automatisés, évitant la surveillance continue grâce au réinvestissement automatique de vos rendements. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est d'environ 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous venez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € à partir d'un investissement de 500 €. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour l'obtenir maintenant. Des rendements stables, aucun risque pour vos investissements et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Sentiment qu'il serait plus facile d'inculquer à une nouvelle génération plus jeune, assurant ainsi un marché réceptif à l'avenir. Ainsi, les enfants intégreraient l'idée de la place des voitures dans la société. Notez le point 11. Surtout, ne traversez pas hors des passages piétons. Cela vient également de l'industrie automobile. En s'appuyant sur l'idée qu'il serait plus percutant pour une personne d'être ridiculisée et jugée par ses pairs, l'industrie automobile a commencé à implanter l'idée que marcher où l'on voulait dans les rues était stupide, illégal et dangereux. Les militants de l'automobile ont poussé la police à humilier publiquement les contrevenants, utilisant sifflets et cris pour attirer l'attention plutôt que de corriger discrètement. Ils ont également organisé des campagnes de sécurité où des acteurs déguisés en clowns traversaient les rues illégalement, sous-entendant que faire cela était idiot. C'était une méthode agressive de réécriture du récit sur les espaces publics, et c'est ainsi que le crime de traversée illégale a été inventé. Puis dès les groupes automobiles ont pris le contrôle de réunions organisées par Herbert Hoover, alors secrétaire au commerce. Pour créer une loi modèle sur la circulation qui pourrait être utilisée par les villes à travers le pays, ils ont fini par adopter l'ordonnance municipale type sur la circulation de 1928, qui a été influencée par une loi sur la circulation à Los Angeles, imposant des règles très strictes aux piétons, de sorte que les piétons ne pouvaient traverser qu'au passage piéton et uniquement à angle droit. C'est en gros le fondement juridique de la manière dont les villes américaines réglementent encore les piétons aujourd'hui. Plus tard, les médias sont devenus plus efficaces pour promouvoir l'importance des voitures et ont même réussi à aider à faire évoluer la culture de tout le pays vers une culture qui mettait l'accent sur l'individualisme et la liberté de prendre la route.
Les constructeurs automobiles ont massivement investi dans des publicités présentant la voiture comme un outil indispensable pour réaliser le rêve américain. Il est clair que la voiture dominait largement le débat face au transport en commun. Et très vite, cet argument allait recevoir le plus grand coup de pouce de l'histoire américaine. Le 29 juin 1956, le président Eisenhower a signé la loi sur l'aide fédérale aux autoroutes, le plus grand projet de travaux publics de l'histoire américaine. Elle a autorisé plus de 25 milliards de dollars pour plus de 41 000 miles d'autoroutes inter-États. Mais le détail crucial était la structure de financement. 90% fédéral, 10% étatique. Le gouvernement fédéral couvrait 90 centimes de chaque dollar dépensé pour la construction des autoroutes. Il n'existait pas de programme équivalent pour les transports en commun. Les villes qui voulaient des systèmes de train ou de bus devaient presque entièrement les financer elles-mêmes. Cela a créé une énorme incitation financière. Construisez des autoroutes et Washington paie. On construit des transports en commun, puis on se débrouille seul. Dans les années 50 et 60, le gouvernement américain consacrait 75% du financement des transports aux routes et moins de 1% aux transports en commun. Ce n'était même pas à armes égales. Ce réseau autoroutier traversait les zones urbaines, détruisant complètement certains quartiers et en isolant totalement d'autres. Sans la construction du réseau autoroutier, la population des centres-villes aurait augmenté d'environ 8% en moyenne, au lieu de diminuer de 17%. Ces zones isolées se sont transformées en banlieues. Et si on y réfléchit, le concept même de banlieue est plutôt fou. Ce sont des quartiers entiers, souvent sans beaucoup de commodités accessibles à pied, qui ne sont accessibles qu'en voiture. C'est un vrai changement par rapport aux espaces publics, animés et communautaires des établissements humains traditionnels. Cela m'amène à mon prochain point, le zonage. Peu d'Américains ont lu le code de zonage de leur ville, pourtant c'est de loin la principale raison pour laquelle les villes américaines sont comme elles sont. Le modèle dominant s'appelle le zonage euclidien, nommé d'après l'affaire de la Cour suprême de 1926, Village of Euclid, contre Ambler Realty qui a confirmé le droit des villes de séparer strictement les usages du sol par type. L'idée principale? Les logements ici, les commerces là-bas. Les bureaux ailleurs, l'industrie loin d'ici. Environ 97% des municipalités américaines utilisent le code de zonage euclidien. Concrètement, les Américains ne peuvent souvent pas marcher jusqu'à une supérette, car c'est tout simplement illégal d'en construire une dans leur quartier. Cafés, épiceries, cabinets médicaux sont soumis au zonage, dans des zones commerciales accessibles seulement en voiture. Sur 75% ou plus des terrains résidentiels dans la plupart des grandes villes américaines, il est illégal de construire autre chose qu'une maison individuelle. Aucune maison divisée en 2 logements, ni maison en rangées ou petits immeubles. Uniquement des maisons avec jardin et allées, à une densité trop faible pour le transport en commun. Et il y a une raison à cela. De 1934 à 1968, l'administration fédérale du logement a aidé à financer plus de 120 milliards de dollars en prêts immobiliers, et 98% de ces prêts sont allés à des citoyens blancs. Cela a grandement facilité la fuite des blancs et rendu l'achat d'une nouvelle maison en banlieue bien plus facile que la location ou l'achat d'un logement en ville. La FHA avait des règles d'octroi des prêts qui pénalisaient activement les quartiers urbains denses et à usage mixte et favorisaient les nouveaux lotissements suburbains à faible densité. Rien qu'à Los Angeles, environ 74% de toutes les terres résidentielles sont exclusivement zonées pour des maisons individuelles. Comparez cela au Japon, où le zonage est défini au niveau national avec seulement 12 catégories et où le système est hiérarchique. Chaque zone supérieure autorise tout ce qui est permis dans les zones inférieures. Une petite boutique à côté d'un immeuble résidentiel n'est pas une exception, c'est la norme. Tokyo, une ville dense de plus de 10 millions d'habitants, est l'une des grandes villes les plus abordables du monde, développée en partie grâce à cela. Le gouvernement fédéral construisait à la fois des autoroutes vers les banlieues et finançait les maisons au bout de ces autoroutes. Entre 1950 et 1970, le nombre annuel de trajets en transport en commun par habitant aux États-Unis est passé de 115,8 à 36,1. Et puis il y a la question du stationnement. Certaines études estiment qu'il y a environ 2 milliards de places de parking dans le pays, ce qui est complètement fou. Chaque destination doit faire de la place pour la voiture avant de faire de la place pour la personne. Il y a entre 3 et 8 places de parking pour chaque véhicule immatriculé dans le pays. En moyenne, dans les villes américaines de plus d'1 million d'habitants, 22% de la superficie du centre-ville sont utilisées pour le stationnement. À Columbus, 27% du centre-ville est consacré au stationnement. À Kansas City, 29%. Orlando, 33%. Dans le centre-ville de Tampa, c'est aussi un tiers. Et sur leurs 24 000 places de stationnement, un quart d'entre elles étaient inoccupées pendant les heures de pointe.
Je veux aussi que vous fassiez attention au fait que nous utilisons des villes différentes, à chaque exemple, parce qu'il serait évidemment facile de critiquer sans cesse le sud-ouest, mais le problème est vraiment partout. Même les écoles destinées aux enfants ne pouvant légalement conduire sont conçues autour de la voiture. Dans des villes comme Charlotte et Dallas, les lycées doivent souvent réserver près de la moitié de leur surface aux parkings et aux voies de circulation interne, à cause des minima de stationnement. À Copenhague, les enfants les vont à l'école à pied ou à vélo dès l'âge de 6 ans. C'est normal là-bas. Tout cela crée un piège qui s'auto-entretient. Des habitations dispersées éloignent les magasins, incitant les gens à utiliser la voiture, ce qui pousse les commerces à construire des parkings. Si les commerces construisent en fait des parkings, tout s'éloigne encore plus. Une fois que le marché devient impossible, les transports en commun perdent des usagers. Enfin, quand les transports en commun perdent des usagers, les villes élargissent les routes. Chaque partie du système soutient toutes les autres. Et même lorsque les destinations ne sont pas loin, les rues elles-mêmes peuvent rendre la marche dangereuse. Un magasin peut se trouver à seulement 250 mètres et pourtant sembler impossible à atteindre à pied, parce que la route entre vous et lui a été conçue pour des voitures roulant à 70 km/h, sans parler du fait qu'il n'y a peut-être même pas de trottoir pour vous. Tous les 4 ans, la Société américaine des ingénieurs civils publie un rapport appelé « Évaluation » sur l'état des infrastructures de transport aux États-Unis. En 2025, elle a attribué aux États-Unis la note de D pour les transports publics. Mais bon, c'est une amélioration par rapport à la note de D moins reçue en 2021. Les conséquences sont visibles partout. Selon le Bureau du recensement des États-Unis, en 2024, 78,4% des personnes se rendent au travail en voiture, et seulement 3,7% utilisent les transports publics, la marche et le vélo étant encore moins utilisés. Je suppose qu'ici, nous allons discuter de ce qu'il aurait fallu faire pour éviter cela. Eh bien, je suppose que la solution aurait dû s'attaquer au problème lui-même. Au début du XXe siècle, presque tous les transports en commun étaient privés et ne pouvaient rivaliser avec les subventions du gouvernement pour la construction de routes et d'autoroutes. La grave erreur fut de ne pas adopter les transports publics à ce moment-là, contrairement à de nombreux pays européens. Souvenez-vous des pays comme le Japon, la France, le Royaume-Uni, leur système était à l'origine privé, mais ont été nationalisés par les gouvernements pour manque de rentabilité ou pour assurer leur intégration. Et même si beaucoup de ces réseaux de métro comme Tokyo Metro ont ensuite été privatisés sous forme de partenariats public-privé, où le gouvernement conserve la propriété de l'infrastructure tandis que des entreprises privées exploitent certains services ferroviaires, ils n'ont pas commencé de cette façon. C'est la différence essentielle. Et même dans ce cas, beaucoup de pays comme la Chine, la Corée du Sud et l'Allemagne ont leur système de transport entièrement détenu par l'État et ou exploité par des entreprises publiques. Maintenant, je ne dis pas que les États-Unis n'ont pas fait cela. Des reprises publiques ont bel et bien eu lieu aux États-Unis, de New York à Chicago et même à Los Angeles. Aujourd'hui, presque tous les réseaux de transport en commun aux États-Unis sont subventionnés, mais cela est arrivé trop tard, comme une opération de sauvetage plutôt qu'une modernisation. Puis, les questions financières se sont posées, car la propriété publique ne garantit pas automatiquement qu'il y ait des fonds. En Amérique, il y a eu un long débat, mais franchement ridicule, sur la rentabilité des transports publics. Pour une raison quelconque, beaucoup d'Américains s'attendent à ce que les trains et les bus justifient leur existence en réalisant des bénéfices grâce à la billetterie. Pourtant pas, les autoroutes ne sont jamais jugées de cette manière. Personne n'exige qu'un échangeur rembourse son coût de construction grâce au péage. Et c'est normal. Les transports en commun visent surtout à faciliter les déplacements, favorisant ainsi l'activité économique, plutôt qu'à être rentables. Cela stimulerait l'économie bien plus que l'argent provenant des prix des billets ne le ferait jamais. Le service postal américain et les bibliothèques publiques ne sont pas rentables, mais existent pour servir le public. Les transports en commun devraient être vus de la même façon. Il est plutôt vu comme un service social local pour les personnes défavorisées, pas comme une infrastructure nationale. Pratiquement aucun métro européen, ni même aucun système de transport en commun complet n'est rentable. Cela n'a pas d'importance, car ces pays reconnaissent sa valeur. Les agences de transport n'ont pas besoin de bénéfices, mais d'investissements pour se développer. Amtrak est en fait un bon exemple de cela, avec son record de fréquentation de 34,5 millions de personnes en 2025, même si vous ne pensez pas que c'est bien géré. Je ne dis pas que les transports publics justifient des dépenses gouvernementales illimitées, mais qu'il ne faut pas attendre leur rentabilité. Des moyens existent pour le rendre rentable. Par exemple, en Asie, les systèmes ferroviaires de Hong Kong et du Japon sont très rentables, en grande partie grâce à leur modèle ferroviaire adossé à l'immobilier, où les compagnies ferroviaires peuvent développer et gérer l'immobilier à haute densité au-dessus et autour des gares.
Si l'Amérique veut rénover ses transports, elle doit alors voir les choses complètement différemment. Beaucoup de critiques disent que le pays est tout simplement trop grand et pas aussi dense que les pays européens ou asiatiques pour qu'un bon transport en commun soit réalisable. Mais cela n'a vraiment aucun sens. L'Amérique s'est construite grâce au chemin de fer, à l'origine de la plupart des villes actuelles. Elle possède aujourd'hui l'un des meilleurs réseaux ferroviaires de fret au monde. Les États-Unis sont vastes et devraient être comparés à l'Europe entière, non à un seul pays européen. Des régions américaines comme le corridor du Nord-Est, le triangle du Texas, la Rust Belt ou la zone Los Angeles-San Francisco présentent une population, une densité et des distances comparables à certaines petites régions européennes. Cependant, en matière de transport en commun, les méga-régions américaines restent largement dépassées. La taille du pays n'a en réalité aucune importance lorsque les transports en commun sont spécifiquement exploités dans les villes. Le problème, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de train à grande vitesse dans le Wyoming, les choses peuvent cependant s'améliorer. C'est possible. Dans les années 60, de nombreuses villes européennes comme Amsterdam et Copenhague se sont centrées sur la voiture, mais elles ont réussi à s'y opposer et le mouvement a ensuite pris de l'ampleur. Paris a radicalement modifié ses infrastructures ces 30 dernières années pour faciliter la marche, supprimant des places de stationnement et créant des zones piétonnes. Au final, le mauvais aménagement des États-Unis est autant un problème de transport qu'un problème de zonage. Les deux vont de pair. Mais en réalité, les États-Unis pourront-ils instaurer cela un jour? Résoudront-ils enfin leurs problèmes d'infrastructure? Je ne suis pas sûr, mais qu'en penses-tu? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. On se retrouve dans la prochaine vidéo.